Merci d'être à l'écoute des programmes de Sen Radio. Vous êtes sur l'ensemble des réseaux synchronisés. Bonjour, au sommaire de cette édition, Ousmane Sonko, leader politique des activistes à Bignona. Il participe à la cérémonie de prière et de recueillement à la mémoire des victimes des émeutes de mars dernier à Sédhiou, l'une des régions les plus impactées. Les services touchés fonctionnent toujours au ralenti. Les organisations de défense des droits de l'homme demandent à l'État de rénover les sites impactés par ces émeutes. Colère des acteurs en alphabétisation de Thiès. Ils dénoncent le manque de considération et exigent leur intégration dans la fonction publique. Et puis la région de Fatick a enregistré un cumul de 774 malades. Nous parlons de la Covid-19 le 10 mai dernier. Le médecin-chef de la région fait le point. Dr Abim Ndiaye sera notre invité. La procureure générale de la CPI présente son bilan à la tête de l'institution judiciaire internationale. Fatou Bensouda fait face à la presse depuis 10 heures. Babacar Sam sera en direct dans cette édition. Pour une réconciliation entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, les ministres des deux pays mènent une concertation à Ouagadougou. Vous aurez la correspondance de Mathieu Somda dans ce journal. Un journal qui sera complété par le journal des sports, livre de la rédaction et la revue de presse de Hapsa Ilimanouane. Hassan Thioune assure les opérations techniques. El Hadj Malick Ndiaye. Journée de prière et de recueillement à la mémoire des victimes des manifestations de mars dernier. Ousmane Sonko, des leaders politiques, des membres de la société civile à Bignona, point de départ d'une série de manifestations initiées par le mouvement pour la défense de la démocratie. Ben Michel Kanfoudi, bonjour. Bonjour, El Hadj Malick. Est-ce que la manifestation... Oui, la manifestation n'a pas encore démarré, mais Bignona, département qui a payé le plus lourd tribut lors de ces manifestations de soutien au député Ousmane Sonko suite à l'affaire Sonko Adji Sarr, survenue en mars dernier avec 4 victimes, dont l'adolescent Bounama Silla Sagna, âgé de 12 ans, s'est fortement mobilisé pour rendre hommage aux 14 morts et prier pour le repos de leurs âmes. Prière et recueillement donc vont marquer cette journée d'aujourd'hui, une journée qui n'a pas encore démarré, une journée de prière qui n'a pas encore démarré, puisqu'on attend encore la délégation qui est venue de Dakar. Cette délégation est arrivée à Ziguinchor aux environs de 10h30, une forte délégation qui a accompagné le député Ousmane Sonko. Parmi les membres de la délégation, on peut citer l'honorable député Mame Diarra Fam, le député Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly, le député Moustapha Mamba Guirassy, Mamadou Diop Decroix et Aïda Mbodj également sont de cette délégation. Il y a eu également des personnes, des responsables de la société civile, notamment des activistes comme Guy Marius Sagna. Il y a également Kilifeu, l'activiste du mouvement Y'en a marre, Kilifeu Landing Bessane de son vrai nom, et l'autre activiste Niddof Mortala Gaye de son vrai nom, Cheikh Tidiane Dièye de la plateforme Avenir Sénégal. Bunubak également fait partie de cette délégation. Donc ils sont nombreux, ces responsables politiques qui sont venus à bord d'un vol spécial à Ziguinchor. Actuellement, ils sont en tête-à-tête avec le guide religieux, l'imam Fa Ousmane Bodan, l'imam Ratib de la grande mosquée de Bignona, mais également Khalif général de Bignona, qui est en train de s'entretenir avec cette délégation qui est venue ici à Ziguinchor pour prier pour le repos des âmes des 14 victimes tombées un peu partout dans le pays. Vous l'avez dit, cette rencontre également est la première d'une série de manifestations que le M2D, le mouvement pour la défense de la démocratie, compte tenir à travers le Sénégal. Une rencontre qui peut-être pourra sceller un pacte entre ces responsables politiques. En tout cas, l'avenir nous édifiera sur cet élan pris par les responsables de l'opposition qui donc sont attendus d'un moment à l'autre ici à Bignona, au terrain des HLM, où doit se tenir cette journée de prière et de recueillement. Mais El Hadj Malick, il faut signaler qu'il y a une forte mobilisation en ce moment ici au terrain des HLM dans la commune de Bignona.
Merci Ben Michel Kanfoudi. À Sédhiou, les services impactés par les émeutes de mars dernier fonctionnent toujours au ralenti. À ce jour, seuls les locaux des eaux et forêts bénéficient d'une réhabilitation en cours dans cette région de Sédhiou réputée pour son calme olympien. L'ampleur des dégâts est grande et inédite. Les organisations de défense des droits de l'homme demandent à l'État d'engager avec diligence la rénovation des sites impactés pour la reprise du service public. Correspondant depuis Sédhiou, Moussa Dramé. Les émeutes du 5 mars dernier ont entraîné de nombreux dégâts matériels dans la région de Sédhiou. Pour rappel, 10 véhicules ont été incendiés, dont celui du gouverneur de région, ceux du secteur forestier de Sédhiou et de Bounkiling, ainsi que tout le dispositif de la logistique roulante de l'inspection régionale des eaux et forêts. Les tricycles stationnés à la mairie ont été également brûlés. Les services forestiers si haut cités ont été entièrement détruits par voie d'incendie. La contagion avait fini de gagner la gouvernance, dont la façade a été caillassée, la division régionale de l'urbanisme éventrée et le contenu jeté au feu en véhicule du district sanitaire de Sédhiou abîmé. La voirie communale nouvellement réceptionnée est détruite en plusieurs endroits et les premières gouttes de pluie vont sans doute emporter le résidu de bitume. Les nombreux manifestants qui n'étaient pas que des élèves ont aussi jeté des pierres sur les bâtiments du tribunal de grande instance de Sédhiou, cassant au passage les vitres de 2 véhicules en stationnement dans l'enceinte de l'établissement. À Madina Wandifa, le lycée privé du maire Malansini Fati ainsi que son domicile avaient été partiellement incendiés et tous les dossiers de l'état civil mis à feu. Bref, l'ampleur du mal est grande et inédite pour une région réputée pour son calme olympien et l'hospitalité de ses citoyens. 3 mois après, l'ensemble des services impactés fonctionnent au ralenti et d'autres presque à l'arrêt. À ce jour et à notre connaissance, seuls les services forestiers bénéficient d'une réhabilitation. Les organisations locales de défense des droits humains, notamment l'ARADO représentée par Boubacar Gano et Amnesty International par Lamine Sané, demandent à l'État du Sénégal de réhabiliter tous les sites impactés pour la continuité du service public, ont-ils soutenu avec force. Moussa Dramé, Sédhiou, Sud FM. Sud FM. Colère des acteurs en alphabétisation de la région de Thiès. Ils fustigent le manque de considération dont ils font l'objet de la part de l'État du Sénégal. Des mots qui ont non-intégration dans la fonction publique, faute de reconnaissance de leur attestation de facilitateur, modicité de leur indemnité mensuelle qui varie entre 30 et 60 000 francs CFA. Ces facilitateurs en alphabétisation décident de faire bloc dans un collectif national pour mener le combat. Correspondance depuis Thiès, Babacar Ndaw. Les facilitateurs en alphabétisation de Thiès ruent dans les brancards. Notre secteur qui regroupe des hommes et des femmes de développement, facilitateurs en alphabétisation en langue nationale, n'est pas respecté par les autorités. En 2017, une phase test de validation des acquis de l'expérience a été organisée. La phase test avait recruté 50 facilitateurs à Dakar, 25 à Thiès et 25 à Kaolack, ce qui fait 100 facilitateurs. Le diplôme devrait avoir une équivalence avec les diplômes des enseignants du formel CAP, pour reconnaître officiellement les facilitateurs. Cependant, après cette phase test, nous n'avons reçu aucun diplôme. Il nous a été remis que des attestations. Reconnaissance de leurs acquis de l'expérience par l'intégration dans la fonction publique, tel est le cri de cœur des acteurs en alpha de Thiès. Madame Khadijatou Sané porte leur parole. Depuis 2017, aucune avancée n'a été notée et ils veulent maintenant généraliser la certification dans tout le territoire sénégalais sans pour autant remettre les diplômes aux candidats de phase test. Ce que nous condamnons est alors ce manque de respect notoire envers nous, hommes et femmes de développement, enseignants des langues nationales, encadrant la plupart des femmes aux activités génératrices de revenus et pilier fondamental du développement communautaire. Après Kaolack, Thiès entre en action, menace ses laissés pour compte du système éducatif. Nos salaires mensuels varient entre 30 000 et 60 000 pour des personnes ayant plus de 20 ans d'expérience dans l'alphabétisation. Le recrutement des 5 000 enseignants promis par le président de la République, M. Macky Sall. Les enseignants des langues étrangères en ont reçu un quota, alors que nous, qui enseignons les langues nationales, sommes négligés et même ignorés dans les décisions politiques en termes d'enseignement. Le ministre de l'Éducation nationale doit revoir nos conditions et nous intégrer activement dans l'enseignement avec des postes reconnus comme fonctionnaires publics. Victimes de leur manque d'organisation, les acteurs en alphabétisation veulent désormais adopter une nouvelle posture pour être respectés au Sénégal. Babacar Ndaw, Thiès, Sud FM.
Nous parlons de la Covid-19. Aucun décès aujourd'hui, 39 nouvelles contaminations, 26 cas communautaires, dont 20 à Dakar, 3 à Ziguinchor et à Bignona, 13 cas graves, 193 malades encore sous traitement. Le nombre total des personnes vaccinées est de 437 792. La région de Fatick a enregistré un cumul de 774 malades au coronavirus depuis le 10 mai 2020, dont près de 400 dans la deuxième vague, 62 décès et 70% de taux de guérison, mais aucun cas n'a été notifié depuis 3 semaines. Docteur Abim Ndiaye, médecin-chef de la région de Fatick, que nous écoutons, il est avec Gorsar. Au niveau de la région de Fatick, la situation épidémiologique de la Covid connaît depuis maintenant plusieurs semaines une forte tendance à la baisse. Il faut rappeler que l'épidémie a commencé dans la région de Fatick le 22 mars 2020 avec le cas recueilli dans le bus en partance pour Tambacounda. Et le premier cas local, on l'a enregistré le 10 mai. Et depuis lors, on a un cumul de 774 malades enregistrés dans la région. Entre les deux phases, il faut noter que dans la première phase, la situation était très légère à Fatick de mai à octobre, mais la recrudescence de la deuxième phase, au mois de novembre-décembre, a été très forte. Donc en 3-4 mois, nous avons eu un peu moins de 400 cas dans la région. Donc ça a été très difficile durant cette deuxième recrudescence. Mais depuis le mois d'avril, il faut dire que vraiment, on a une chute drastique de la courbe épidémiologique. Les nombres de cas ont beaucoup reculé au point qu'actuellement, depuis 3 semaines, on n'a aucun cas notifié dans la région. Le dernier cas remonte au 22 avril et tous ces malades ont été pris en charge soit au niveau des centres de traitement ici à l'hôpital régional de Fatick ou en extra-hospitalier à l'école de gendarmerie ou bien également au niveau du centre de traitement de Guéréo pour un contingent de l'armée sénégalaise qui avait quitté la Gambie au mois d'août 2020 et qui rentrait, qui a fait un transit au centre d'entraînement tactique de Toubacouta où ils ont été dépistés positifs et pris en charge et transférés à Guéréo. L'autre partie est prise en charge à domicile dans le cadre de la PECADOM. Donc 543 cas de malades sur les 774 ont été pris en charge dans les centres de traitement et 231 en PECADOM. Nous avons enregistré globalement 62 décès au niveau de la région compte tenu de ceux qui avaient été évacués. Au niveau de la région, nous avons 70% de nos malades qui sont guéris. Et puis Pentecôte 2021, cette année également, il n'y aura pas de pèlerinage marial à Popenguine. Les paroisses innovent en initiant des marches au niveau local pour rendre hommage à la Sainte Vierge. C'est le cas à la paroisse Saint-Paul de Grand-Yoff. Le secrétaire général des jeunes que nous écoutons, il s'appelle Emmanuel Ndiaye. Ses propos sont recueillis par Absaïd Emmanuel. D'accord, effectivement, comme vous l'avez souligné, c'est le cas au niveau de Saint-Paul. Comme vous le savez tous, pour cette année, suite au communiqué de nos pères évêques, qui nous invitent à plus de patience encore par rapport au pèlerinage et surtout par rapport à la marche liée à la maladie du Covid. Nous avons initié au niveau local un programme pour ne pas un peu nous disperser et garder un peu l'esprit de Pentecôte entre nous, raison pour laquelle nous avons initié ce programme qui s'étale d'ailleurs sur 3 jours et qui commence ce samedi et qui va se terminer le lundi. Aujourd'hui, d'ores et déjà, là, on est au collège Hyacinthe Thiandoum pour le grand nettoyage du site du sanctuaire diocésain Saint-Paul avec tous les jeunes. Après le nettoyage, le soir à 18h30, nous avons la messe d'envoi. Comme on le fait d'habitude lors des pèlerinages, il y a la messe d'envoi des jeunes, moment choisi par l'aumônier pour nous donner des conseils concernant ce pèlerinage ou même cette marche. Voilà. Après la messe d'envoi à 18h30, il y aura la distribution des t-shirts que nous allons porter le lendemain, le dimanche. Le dimanche, nous allons nous rassembler à la paroisse à 14h30. Le départ est prévu à 15h et nous allons arpenter les artères de la commune de Grand-Yoff, donc en passant par la grande mosquée et par l'hôpital CTO, donc pour finir au collège Hyacinthe Thiandoum. Nous avons insisté même sur le port du masque qui est obligatoire pour tous les participants. Nous invitons d'ailleurs tous les participants ainsi que tous les jeunes à faire preuve de prudence surtout. Voilà, parce que la maladie, elle est toujours là. Donc, ne baissons pas les bras, portons nos masques, espérant que à l'issue de cette marche, on aura, comme on a souvent l'habitude de dire, une explosion de cas. La reconstruction du capital semencier constitue une préoccupation de l'Institut sénégalais de recherche agricole. Le directeur général de l'ISRA, en visite au Centre national de recherche agronomique de Bambey, fixe un objectif de production de 65 tonnes de prêts et bases à l'horizon 2022 en vue de préparer les campagnes agricoles ultérieures. Pour ce faire, le directeur général de l'ISRA plaide pour un accompagnement de l'État pour la production et la conservation des semences de qualité. Momar Talasek, que nous écoutons, il est avec Adam Ndiaye. L'ISRA est l'un des rares instituts qui travaillent dans les 5 domaines. Les productions végétales, là où nous sommes. Il y a aussi les productions animales,
les productions halieutiques, les productions forestières et la socio-économie. Donc c'est dans ce sens qu'il faudrait avoir cette direction scientifique forte et transversale. L'autre élément, c'est toujours par rapport à ces échanges avec le personnel, de pouvoir mettre en place une administration forte et décentralisée. Les semences jouent un rôle important. Et par rapport à ces semences certifiées, le prérequis, c'est que c'est l'ISRA qui fabrique les semences de pré-base, de G0 jusqu'à G3. Et ce qui est important, il faut voir ça à deux niveaux. À deux niveaux par rapport à l'aspect de création variétale et également de conservation de nos variétés. Et les sélectionneurs ont un rôle important à y jouer pour mettre en place les G0 et les G1. Et c'est à partir donc de ces niveaux G1 que l'unité de production va jouer son rôle en faisant la multiplication pour avoir les niveaux G2 et G3. C'est un souhait. La production de pré-base se limite seulement à des commandes, à des demandes au niveau des projets, au niveau des programmes de l'État. Et par exemple, pour cette année, avec le programme de compétitivité de l'agriculture et de l'élevage, nous avons comme objectif de produire 65 tonnes de semences de pré-base d'arachide à l'horizon 2022 pour préparer les campagnes ultérieures. Et le gros problème se trouve au niveau des semences de pré-base d'arachide et accessoirement au niveau du niébé. Mais par rapport aux autres spéculations, il y a moins de difficultés. Nous parvenons à satisfaire cette demande, mais il faudrait que l'ISRA puisse bénéficier d'un appui de l'État et également continuer à développer ce partenariat public-privé qui va permettre, au-delà de la reconstitution, d'avoir des réserves de semences de pré-base de bonne qualité. Et puis nous parlons de cette conférence de presse de la procureure générale de la Cour pénale internationale, Fatoumata Bensouda. Elle fait face à la presse depuis 10 heures. Elle fait le bilan donc à la tête de l'institution judiciaire internationale. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec Babacar Samb qui suit pour nous cette rencontre. Pour une réconciliation entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, les ministres en charge de la réconciliation de ces deux pays se concertent à Ouagadougou. C'est dans le cadre d'une visite de travail qu'effectue le ministre ivoirien en charge de la réconciliation au Burkina Faso. Correspondance depuis Ouagadougou, Mathieu Somda. Sur la table des discussions axées sur la réconciliation, les cadres des ministères en charge de la question du Burkina et de la Côte d'Ivoire. Des échanges en cours pour la réconciliation des peuples. Bertin Kona Kouadio, le ministre ivoirien de la réconciliation. Rien n'est possible à un peuple qui est en guerre éternellement. C'est pourquoi vous voyez bien l'importance de ces deux ministères ou de ce ministère tenu par ces deux frères que vous avez en face de vous. Donc, nous allons continuer à avoir une séance approfondie pour voir dans quelle direction nous devons conduire donc le travail pour que la cohésion soit une réalité dans nos États. Et ça, j'insiste là-dessus, le comportement de chacun d'entre nous, de tous les instants, faire en sorte que chaque pas que nous posons aille dans le sens de consolider la paix et la cohésion sociale. La rencontre de Ouagadougou est aussi portée sur l'intégration des peuples. Et au moment où on parle d'intégration, il y a eu en Côte d'Ivoire des affrontements entre communautés ivoiriennes et nigériennes. La réaction du ministre Bertin Kona Kouadio. Nous, jeunes générations, surtout ivoiriennes, nous sommes dans l'obligation d'assumer pleinement l'héritage qu'il faut nous laisser. Terre d'accueil, terre d'espérance. Que tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, qui participent à bâtir ce grand pays de paix, et bien que cela vive en paix dans la considération mutuelle. Donc nous devons travailler pour que la question de l'intégration soit effective. Évidemment, nous sommes souvent à la merci des rumeurs que répandent les réseaux sociaux aujourd'hui. Nous avons déploré cette situation avant-hier, hier. C'est vrai que c'était une communauté nigérienne, mais c'est le grand ensemble de la sous-région. Les deux pays, nous avons été donc à l'étrier pour juguler la crise assez rapidement. Il faut déplorer les quelques morts qu'il y a eu, les blessés. Encore une fois, depuis Ouagadougou, je compatis aux douleurs des uns et des autres. Je prends les condoléances aux familles endeuillées. Le gouvernement ivoirien ainsi que celui du Niger, nous sommes à pied d'œuvre pour que justement ces questions-là ne se reproduisent plus et chacun de part et d'autre va assumer sa part de responsabilité. Mathieu Somda depuis Ouagadougou pour Sud FM. Mathieu Somda, nous allons essayer d'entrer en contact avec Babacar Samb qui suit pour nous la conférence de presse de Fatoumata Bensouda. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis, quelques brèves sportives que nous démarrons par le football avec le Jaraaf de Dakar qui reçoit demain le Coton Sport de Garoua dans le cadre des quarts de finale. Retour de la Coupe de la Confédération africaine de football.
Battue à l'aller 1-0 par les Camerounais, l'équipe de la Médina doit se racheter devant son public. Coup d'envoi demain à partir de 16h. Et puis toujours en football CAN de Beach Soccer, les compétitions débutent dimanche à Saly, Portugal, le Sénégal qui débute la compétition par l'Ouganda sera à partir de 17h30. Ce sera à Saly, Portugal. Il est 12h20 sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. Nous accueillons notre invité. Il s'agit du docteur Habib Ndiaye, médecin-chef de la région de Fatick. Dr Habib Ndiaye est notre invité. Il revient avec Ngouassa il fait le point avec la Covid-19 dans la région de Fatick. Entretien. Docteur Habib Ndiaye, bonjour. Bonjour Ngour. Vous êtes le médecin-chef de la région de Fatick. À la date d'aujourd'hui, quelle est la situation de la Covid depuis son apparition le 3 mars 2020? Voilà, merci beaucoup. Donc, au niveau de la région de Fatick, la situation épidémiologique de la Covid connaît depuis maintenant plusieurs semaines une forte tendance à la baisse. Il faut rappeler que l'épidémie a commencé dans la région de Fatick le 22 mars 2020 avec le cas recueilli dans le bus en partance pour Tambacounda. Mais le premier cas local, on l'a enregistré le 10 mai. Et depuis lors, on a un cumul de 774 malades enregistrés dans la région. Entre les deux phases, il faut noter que dans la première phase, la situation était très légère à Fatick, de mai à octobre. Mais la recrudescence de la deuxième phase, au mois de novembre-décembre, a été très forte. Donc en 3-4 mois, nous avons eu un peu moins de 400 cas dans la région. Donc ça a été très difficile durant cette deuxième recrudescence. Mais depuis le mois d'avril, il faut dire que vraiment, on a une chute drastique de la courbe épidémiologique. Les nombres de cas ont beaucoup reculé au point qu'actuellement, depuis 3 semaines, on n'a aucun cas notifié dans la région. Le dernier cas remonte au 22 avril et tous ces malades ont été pris en charge soit au niveau des centres de traitement ici à l'hôpital régional de Fatick ou en extra-hospitalier à l'école de gendarmerie ou bien également au niveau du centre de traitement de Guéréo pour un contingent de l'armée sénégalaise qui avait quitté la Gambie au mois d'août 2020 et qui rentrait, qui a fait un transit au centre d'entraînement tactique de Toubacouta où ils ont été dépistés positifs et pris en charge et transférés à Guéréo. L'autre partie est prise en charge à domicile dans le cadre de la PICADOM. Donc 543 cas de malades sur les 774 ont été pris en charge dans les centres de traitement et 231 en PICADOM. Nous avons enregistré globalement 62 décès au niveau de la région compte tenu de ceux qui avaient été évacués. Vous savez, pendant longtemps, à l'hôpital régional, on n'avait pas de réanimation, mais vraiment, depuis le mois de février, on a un service de réanimation optimal avec 5 lits fonctionnels au point qu'on n'avait plus référé nos malades. Tous les malades graves avaient été pris en charge ici même au niveau du centre de traitement à Fatick. Et quel est le nombre de patients guéris au niveau de CTO et en PICADOM? Au niveau de la région, nous avons 70% de nos malades qui sont guéris globalement. En PICADOM, sur les 231, on en a perdu 6. Et au niveau du CTE, sur les 543, on en a perdu 62. Vraiment, globalement, la prise en charge a été bonne. Malgré l'accalmie que nous notons dans la région, le CTE est toujours fonctionnel. Actuellement, on n'a pas de cas. On a juste réduit la capacité litière pour permettre à la médecine interne de reprendre un peu également ses capacités. Parce que vous voyez qu'à Fatick, le personnel est toujours en place, les gardes sont toujours en place. En PICADOM également, le dispositif est aussi maintenu au niveau des districts, même s'il n'y a actuellement pas de cas. Docteur, où est-ce que vous en êtes avec la vaccination au niveau de la région? Dans le cadre de la vaccination, Fatick a démarré sa campagne le 23 février dernier avec l'orientation, la formation du personnel. Et le lancement a été effectué le 25 février à l'hôpital régional par Madame le gouverneur. Par rapport au premier lot de Sinopharm qui nous a été affecté, nous avions reçu 5279 doses et actuellement nous sommes en train de vacciner la deuxième dose et près de 95% de la population cible a déjà reçu sa deuxième dose. Le 15 mars, nous avions reçu un deuxième lot de vaccin AstraZeneca. Contrairement au Sinopharm, la vaccination à AstraZeneca a connu quelques difficultés, notamment dans 2 départements ou dans 2 districts, à Gossas et à Sokone, où avec les informations relayées ça et là sur les effets secondaires, on avait eu beaucoup de réticences au début, au mois de mars jusqu'en début avril, à Gossas notamment et à Sokone. La vaccination est toujours en cours. Globalement dans la région, nous avons vacciné 10 457 personnes sur AstraZeneca, sur une cible de 14 350. On n'a pas encore terminé, il nous reste encore près de 2000 doses. C'est vrai qu'actuellement, on a presque plus de cas dans la région, mais le virus est toujours là. Il nous faut
surtout pas baisser la garde. Il faudrait que les mesures barrières soient de mise, soient respectées, et également qu'on renforce la vaccination, notamment les personnes âgées de 60 ans et plus avec comorbidité. Mais nous invitons vraiment les populations au respect strict des mesures barrières, que les masques soient portés et respecter la distanciation physique. Et merci, je rappelle que vous êtes le médecin chef de la région de Fatick. Je vous remercie. Il est 12h37, c'est la fin de cette édition, le rappel des titres. Ousmane Sonko, leader politique et des activistes à Bignona, il participe à la cérémonie de prière et de recueillement à la mémoire des victimes des émeutes de mars dernier à Sédhiou, l'une des régions les plus touchées. Les services touchés donc fonctionnent toujours au ralenti. Des organisations de défense des droits de l'homme demandent à l'État de rénover les sites impactés. Colère des acteurs en alphabétisation de Thiès, ils dénoncent le manque de considération et exigent leur intégration dans la fonction publique. La région de Fatick a enregistré un cumul de 774 malades de Covid-19 le 10 mai dernier. Le médecin-chef de la région a fait le point. Dr Abim Ndiaye était l'invité de cette édition. Et puis la procureure générale de la CPI présente son bilan à la tête de l'institution judiciaire internationale. Fatou Bensouda fait face à la presse depuis 10 heures. Pour une réconciliation entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, les ministres des deux pays mènent une concertation à Ouagadougou. Vous avez suivi la relation de notre correspondant sur place, Mathieu Somda, du journal des sports. L'invité de la rédaction et la RP ont complété cette édition présentée par Eladji Malick Ndiaye. La partie technique était assurée par Hassan Toun. Adam Dione vous retrouve à 13h pour le journal en Wolof.